Bienvenue dans la deuxième partie de Smart Tech, votre émission sur le numérique et l'innovation. Ici, on parle de tout, y compris du monde du libre, dont on ne parle pas assez, je trouve, dans ces émissions sur la tech. Alors, heureusement, c'est chose réparée grâce à Jean-Paul Smets qui vient régulièrement nous faire un point sur le monde du libre. Aujourd'hui, Jean-Paul, PDG de Rapid Space, je le rappelle, tu es venu accompagné de Ludovic Dubost, fondateur de XWiki, dont on va parler, éditeur de logiciels libres, bien évidemment. Mais avant de vous donner la parole, Ludovic, on va faire un point avec Jean-Paul sur ces logiciels libres qui nous permettent de vraiment garantir une confidentialité de nos échanges. Ça fait un peu le lien avec ma conversation avant avec le chef du CICE. Alors en Europe, en tout cas, en ce moment, on envisage l'adoption d'un nouveau Privacy Shield, donc ce bouclier juridique qui doit apporter des garanties sur le transfert de nos données privées aux États-Unis. Garantie que ce soit bien en adéquation avec les exigences européennes en matière de protection de la vie privée. Et puis d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, Facebook menace déjà de suspendre ses services au printemps. De son côté, le Comité européen de la protection des données, je l'ai dit tout à l'heure aussi, a fait part de ses nombreuses réserves, inquiétudes sur l'approche qui est proposée par l'administration Biden. Bon, on voit que protéger donc, notre vie privée, c'est pas gagné, c'est pas facile. Est-ce que dans ce domaine, Jean-Paul, vous pourriez nous recommander des logiciels libres nous permettant de nous protéger nous-mêmes ? Il y en a beaucoup, ça s'appelle les logiciels libres à divulgation nulle. Ce sont des logiciels qui ont été imaginés pour protéger notre vie privée, en étant conçus techniquement dès l'origine pour ne révéler aucune information quand on partage ou quand on stocke des documents. L'un des plus anciens logiciels s'appelle GNU Privacy Guard. C'est la mise en œuvre du célèbre protocole de chiffrement PGP, le protocole où on a une clé publique que l'on partage avec ses interlocuteurs, qu'ils utilisent pour chiffrer les messages, et ensuite on utilise sa clé privée, que l'on garde bien au secret, pour déchiffrer les messages que l'on a reçus chiffrés avec la clé publique. Le problème de PGP ou de GNU Privacy Guard, c'est que c'est un peu compliqué à utiliser, parce qu'en fait, il faut qu'on sache en fait avec qui on discute. Et donc, il faut avoir confiance dans l'identité des gens qui portent la clé. Et jusqu'à récemment, en fait, l'échange de clés se faisait dans des espèces de grandes fêtes, des key signing parties, comme il y a eu par exemple au FOSDEM en 2008. On voit en randonnion généralement des développeurs qui échangent des cartes de visite avec les informations qui permettent de s'assurer que les clés échangées correspondent bien à l'identité de la personne que l'on a en face de soi. Et cette approche, bon, ça marche, mais c'est sympathique. C'est pas très grand public. Ouais. Donc, en dehors des grands spécialistes de la sécurité ou des gens qui avaient vraiment un besoin de GNU Privacy Guard, ça a été peu diffusé. Et comme c'est peu utilisé, on va dans un pays où on veut rester discret et on est le seul à utiliser GNU Privacy Guard. C'est la meilleure façon de se faire repérer par les services de renseignement qui aujourd'hui, même dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest avec quelques ingénieurs, sont capables de mettre en œuvre un système de renseignement ciblé complet. Donc le renseignement de masse, c'est seulement à la portée des grands États. Le renseignement ciblé qui permet de casser les clés GNU Privacy Guard, c'est à la portée de tout petits États avec très peu de personnes. Donc ce qu'il faut, c'est une solution qui soit utilisée par un maximum de personnes pour qu'on puisse se fondre dans la masse, pour ne pas se faire repérer. Donc il faut que ce soit facile à utiliser. Et donc la grande innovation des dernières années dans les logiciels à divulgation nulle, c'est la facilité. C'est ce qu'apporte par exemple CryptPad qu'on utilise toi et moi. Ouais. Et dans CryptPad, la grande astuce, ça a été en fait quand on s'échange l'URL, donc le lien vers un document, au milieu du lien, on a un signe dièse. Et tout ce qui est à droite du dièse, c'est en fait les informations qui permettent de déchiffrer le document. Et ce qui est à gauche du dièse, c'est ce qui permet au serveur de savoir quel est le document qu'on va chercher. Ce qui fait que le serveur... C'est super, parce que je comprends enfin comment est constitué le lien sur lequel je clique tous les mois. Oui. Et donc, on va chercher le document avec la partie gauche, le navigateur le récupère et utilise la partie droite qui n'a pas été transmise au serveur pour le déchiffrer. Et donc, comme ça, on a un système d'échange de clés qui ne nécessite pas de faire des key signing parties. Alors, le deuxième logiciel, je trouve, qui est une très grande avancée, s'appelle Delta Chat. Ça a été fait par des Allemands de Merlinux, financé par la Commission européenne, financé par des associations également aux États-Unis, pour les activistes ou pour les journalistes en Chine, en Iran, en Corée du Nord, pour avoir l'équivalent d'un WhatsApp. Mais au lieu d'utiliser du HTTP ou du web, ça utilise l'infrastructure du mail, qui est la seule qui est censurée nulle part. L'échange de clés est automatique. Et grâce en fait à Delta Chat, beaucoup de gens, pas besoin
qui n'ont pas besoin d'être très formés, arrivent à avoir de la vraie sécurité. Dernier exemple, Caucase, c'est un logiciel pour les opérateurs de cloud. L'idée, c'est que si on a une application dans le cloud qui doit se connecter à une base de données dans le cloud, l'application doit bien avoir un mot de passe pour se connecter à la base de données. Et on veut en fait qu'elle soit configurée automatiquement. Généralement, l'opérateur de cloud a une copie du mot de passe ou de la clé et donc en fait peut accéder aux données stockées chez lui. Caucase, c'est une technique qui permet en fait à l'opérateur de cloud de ne pas être au courant du mot de passe qui a permis à l'application dans le cloud de se connecter à la base de données dans le cloud. Et si en plus le cloud devient du edge, tout est hébergé chez l'utilisateur, donc seul l'utilisateur connaît les clés, les données et donc aucune information ne peut être divulguée. Donc ce sont des solutions qui sont très prisées par les dissidents dans les pays où c'est très compliqué de faire face à la dictature informationnelle. Je pense à la Chine, à l'Iran. Est-ce qu'en France, on a véritablement besoin d'utiliser ce type d'outils ? Alors moi, je pense que oui, et je vais vous raconter une anecdote qui permet de bien comprendre pourquoi. Donc il y a 2 ans, avec un groupe de PME, nous avons déposé un projet dans le domaine de la 5G virtualisée. Oui, dont on a parlé, on a fait un petit reportage dans Smartech la semaine dernière. Ouais. Alors tout va bien, on a gagné le projet, on est financé pendant 5 ans, tout est magnifique, génial, merci l'État. Après, dans le processus d'obtention du projet, on a voulu introduire une grande innovation. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les réseaux 4G ou 5G, il y a un composant qui s'appelle le cœur de réseau. Vous attaquez le cœur de réseau, ou il y a un bug dans le cœur de réseau, c'est tout le réseau à l'échelle du pays qui tombe. Donc c'est un point très faible dans les grands réseaux de télécom. Et c'est déjà arrivé que l'opérateur historique, qui pourtant est un des plus robustes en termes de gestion et de qualité, en 2012, pendant une journée, panne globale du réseau. Donc notre idée, c'est de dire, au lieu d'avoir un cœur de réseau qui peut se faire attaquer, on va avoir des dizaines de milliers de cœurs de réseau, un derrière chaque antenne, comme ça. Même principe, on se fond dans la masse. Oui. N'importe lequel tombe, tout continue à marcher. Okay. Donc c'est beaucoup plus sûr qu'un système centralisé. Eh bien, le principal opposant à cette approche, ça a été l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui était en fait associée au processus de sélection du projet. Donc c'était extrêmement étonnant. Et l'ANSSI, en fait, ce qu'on a dû faire, on a dû promettre de conserver une architecture centralisée, c'est-à-dire une architecture qui peut être détruite par l'ennemi facilement. On a dû promettre de continuer à avoir des portes dérobées dans le cœur de réseau pour être conforme à certaines lois qui s'appliquent aux opérateurs de télécom. Donc on a dû promettre de continuer à faire quelque chose qui donne les moyens à l'État d'organiser des interceptions sur le réseau de télécom. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en France, on impose des backdoors. Oui. C'est que ces affaires de portes dérobées exigées par la NSA auprès des acteurs technologiques, en fait, ce n'est pas qu'une histoire qui se passe aux États-Unis, qu'on a ce même type de pratique que l'État demande aux opérateurs technologiques de laisser des portes ouvertes. Oui, c'est la même chose. Et donc, ça pose une question de confiance aujourd'hui. Est-ce que je préfère une messagerie à divulgation nulle comme Delta Chat ? Ou est-ce que je préfère une messagerie qui a reçu une qualification de l'ANSSI ? Comment puis-je être certain que la messagerie qualifiée ne va pas avoir des portes dérobées, sachant ce qui nous est arrivé dans le projet ? Moi, personnellement, je préfère une messagerie à divulgation nulle dont je peux vérifier le fonctionnement. Par ailleurs, dès qu'on met des portes dérobées, en fait, le problème, c'est qu'elles sont faites pour l'un, mais ensuite, quelqu'un d'autre y a accès. Tôt ou tard, il y a une fuite de données. C'est sûrement pour ça que la plupart des avocats, syndicalistes, les militants, tous les gens qui, en fait, sont réellement sensibles à la vie privée préfèrent utiliser des logiciels libres à divulgation nulle. Donc, si on pousse le raisonnement plus loin, ça veut dire que ces solutions zéro knowledge sont davantage rassurante si on cherche à installer la confiance dans le monde numérique. Et tu nous dis même que c'est une meilleure solution que les solutions de cloud de confiance. C'est clairement une meilleure solution parce qu'en fait, tous les efforts qu'on voit aujourd'hui pour créer un cloud de confiance, une IA de confiance, un métaverse de confiance, leur limite, c'est la culture très spécifique du monde de la cybersécurité et du renseignement. Et cette culture, c'est une culture où les gens ont tendance à préférer des architectures centralisées
opéré par des gros acteurs, parce qu'en fait, quand c'est centralisé et quand on a peu d'interlocuteurs avec qui interagir, c'est plus facile à la fois de les protéger et à la fois de les surveiller. Et ça peut être étonnant, mais la culture du monde du renseignement ou de la cybersécurité, pas qu'en France, partout dans le monde, a beaucoup d'éléments communs avec la culture technique des hyperscalers américains. Et elle est en fait souvent très éloignée de la culture des éditeurs de logiciels européens, notamment de ceux qui s'intéressent réellement à la vie privée. Donc moi, tout comme le réseau centralisé en fait des opérateurs de télécom que nous demande l'ANSSI avec ses ports dérobés, je pense que le numérique de confiance aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu résilient, peu agile, peu protecteur de la vie privée. Et je pense qu'une entreprise qui veut vraiment protéger le secret des affaires, qui ne veut pas subir ce qui est arrivé à Frédéric Pierucci, a tout intérêt à se tourner vers des solutions à base de logiciels libres à divulgation nulle, qui ont déjà été particulièrement éprouvées dans le edge, le cloud ou l'intelligence artificielle. Ludovic Dubost, je voulais vous entendre réagir à, plus que la chronique de Jean-Paul Smets, à son témoignage qui nous dit qu'aujourd'hui, pour raison d'État, finalement, on impose aux opérateurs technologiques de laisser des technos plutôt centralisés, plutôt garantis par quelques opérateurs importants qu'on sait maîtriser, avec qui on peut discuter, que l'on demande à laisser des portes dérobées pour pouvoir y accéder et pourquoi pas écouter ce qui se passe sur le réseau. Quelle est votre réaction ? Alors, je suis déjà tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Paul, et c'est une très bonne présentation orientée sécurité, parce qu'il faut savoir aussi que dans les logiciels à divulgation nulle, il n'y a pas que la problématique de sécurité, il y a aussi toute la problématique de tracking, de non-respect de la RGPD, qui est aussi un problème de confiance entre les utilisateurs et beaucoup d'entreprises qui fournissent des services numériques. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que font les gens avec les données, et ce, malgré la RGPD qui oblige à le déclarer. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important. Alors, sur les backdoors, effectivement, il y a des risques très importants. Alors, aujourd'hui, nous, on ne nous a jamais demandé de mettre une backdoor dans notre logiciel. Légalement, en France, ce n'est pas prévu par les lois. Ce qui est prévu, c'est certaines choses sur l'enregistrement de ce qui se passe, mais c'est des choses qui restent encore un peu floues. Mais il y a en ce moment une loi en discussion au niveau européen qui s'appelle Chat Control, qui est, de notre point de vue, extrêmement dangereuse, qui vise à imposer aux opérateurs qui font du chiffrement un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un peu dangereux. Donc il y a des risques un peu dans ce domaine. Donc il faut faire un peu attention à ça. Alors, est-ce qu'il y a une mobilisation de l'écosystème numérique en France ? Parce que, par exemple, là, on a une affaire encore, c'est au Royaume-Uni où WhatsApp, enfin Facebook, Meta, WhatsApp, refuse de répondre aux demandes du Royaume-Uni, justement, pour affaiblir sa protection des conversations chiffrées de bout en bout. En France, on n'entend pas tellement l'écosystème sur ces sujets. Enfin, je ne sais pas, Jean-Paul ? Je pense que l'écosystème d'aujourd'hui et d'il y a 20 ans a beaucoup changé. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que dans, on va dire, certains groupes de personnes qui peuvent se sentir discriminés, il reste en fait une forte conscience des besoins de vie privée. Donc il faut aller chercher, nous, peut-être moins dans les communautés du libre, mais plus dans des communautés de personnes qui se sentent discriminées dans certains États. Alors, oui. Nous, ce qu'on cherche à faire, justement, par rapport à ces problèmes-là, c'est on n'est pas les régulateurs. Donc, et effectivement, la mobilisation, c'est un travail, mais c'est un travail qui est très lourd. Nous, on a préféré dire... Faisons des solutions. Proposons des solutions, mettons en place des logiciels. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai un peu arrêté d'essayer de lobbyer pour expliquer qu'il y a des problèmes dans le numérique. Il y a d'autres gens qui le font très bien. Il y a plein de problèmes dans le numérique. Ça, c'est une chose qui est établie aujourd'hui. Mais par contre, il faut travailler pour proposer des solutions. Et ça, c'est ce qu'on a voulu faire avec CREPAD. C'est vraiment montrer que c'était possible, déjà, parce que c'est pas si facile que ça. C'est une technologie qui est complexe. Et donc, on a voulu montrer que c'était possible, et on pense qu'on y est arrivé. Et donc, aujourd'hui, c'est possible.
On peut faire des logiciels très avancés en termes de collaboration à base de chiffrement. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne protège pas mieux les informations des utilisateurs. Vous vous occupez de CryptPad aujourd'hui, notamment, entre autres. Hein. Oui. Ça marche très bien en France, en Europe, ailleurs, par-delà les frontières européennes. Ouais, le pays le plus actif au niveau de CryptPad, c'est clairement l'Allemagne. En fait, notre logiciel a plus de succès en Allemagne. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, il y a eu plusieurs raisons. Alors, déjà, de manière générale, les Allemands sont beaucoup plus sensibles à la vie privée. Il y a des raisons historiques. Hein. Je ne veux pas aller dans ces débats-là, mais il y a une sensibilité beaucoup plus importante au domaine de la vie privée. Après, nous, on a eu aussi des relais là-bas. C'est-à-dire que notre logiciel a été mis en place par le Pirate Party allemand. Ça a crédibilisé aussi ce qui a été fait. Le monde de l'éducation s'est aussi emparé du problème. En fait, communauté du libre peut-être aussi active en Allemagne. Tout à fait, les communautés du libre sont très actives. Donc il y a des relais pour faire connaître le logiciel et ça fait partie du gros problème. En fait, il faut faire connaître les logiciels. Ça, c'est alors, juste, puisqu'on arrive déjà à la fin de notre entretien, ça va très vite. XWiki, qu'est-ce qu'on trouve derrière XWiki ? Alors, notre société, XWiki, qui est 45 personnes, fait du libre depuis 19 ans. En fait, nous, notre choix, ça a été de développer que du libre et de trouver le moyen d'en vivre. Ce qui est quelque chose qui marche. En fait, nous, on a réussi à prouver quelque part que c'est faisable, et ce, sans investisseurs. C'est-à-dire que XWiki, c'est une société qui s'est entièrement développée uniquement avec l'argent des clients, des aides aussi, mais on a réussi à garder notre indépendance et à permettre d'avoir la liberté de choix sur la façon dont on fait les choses. Et donc, aujourd'hui, en fait, on fait 2 logiciels. Donc, CryptPad, c'est celui dont on a parlé, qui est le logiciel à divulgation nulle. C'est un logiciel qu'on a commencé il y a 5 ans. Non, 7 ans maintenant. Et par contre, le logiciel phare de la société XWiki, c'est le logiciel qui porte le nom de la société, qui est XWiki, et qui fait du knowledge management et qui est utilisé par tout un tas de grandes boîtes comme alternative pour partager de l'information dans les entreprises en base de logiciels libres. Merci beaucoup, je suis désolée, on arrive déjà à la fin. C'était passionnant. Merci beaucoup Ludovic Dubost d'XWiki et Jean-Paul Smets de RapidSpace. À suivre notre chronique Oval Web.